Bonjour, cette vidéo a pour but d'aborder la thématique de mesure et incertitude et en particulier de développer la détermination de l'incertitude type par une évaluation de type A, c'est-à-dire par une approche statistique. D'abord, déroulé de la capsule, nous allons présenter les situations support pour une évaluation de type A de l'incertitude type associée à une mesure. Ensuite, quelques éléments de statistique, un peu de théorie. Comment donner du sens à tout ça, mais aussi comment mettre en œuvre ça auprès des élèves. Et enfin, un petit bilan. Les situations support qui vont nous permettre de réaliser une évaluation de type A de l'incertitude type, donc une étude statistique. Au niveau seconde, on va se baser par exemple sur une activité sur le volume des verreries, avec une approche qui sera basée sur une répétition manuelle des observations. Au niveau de la classe de première spécialité, on peut réaliser une étude de la distance parcourue par une onde afin d'utiliser la répétition automatisée des observations pour réaliser l'étude statistique. Maintenant, quelques éléments de statistique. Alors, je dois ce début de partie à Gauthier Pazin, et je le remercie pour ça. Donc, première partie, si on fait des statistiques, c'est qu'on s'intéresse à l'étude d'une population. La population, c'est l'ensemble définitif et complet, et on extrait de cette population un échantillon et on peut réaliser une étude sur cet échantillon et cette étude doit avoir pour intérêt de permettre de revenir à la population et cet échantillon doit être donc représentatif de la population. Les paramètres associés à la population, on a le nombre grand N d'observations que l'on a dans la population. On a l'espérance qui correspond à la valeur moyenne de l'ensemble de la population. Et enfin, l'écart type qui correspond sigma x qui correspond à la variabilité au sein de la population. Maintenant, au niveau de l'échantillon. Au niveau de l'échantillon, on retrouve un nombre petit n plus petit que le nombre correspondant à la population. Le meilleur estimateur de l'échantillon, c'est la valeur moyenne de la grandeur qui nous intéresse. Et l'estimateur de la variabilité de la valeur qui nous intéresse sera donné par l'écart type Sx, aussi appelé sigma n-1. Donc, par rapport aux notations que l'on peut rencontrer, au niveau de la population, on rencontrera sigma x, sigma n, ou on peut aussi rencontrer dans les tableurs écart type PEP. Du côté de l'échantillon, on aura Sx, sigma n-1 et écart type. Maintenant, où se passe-t-on quand on réalise une étude physique d'une grandeur et qu'on réalise des mesures statistiques de cette grandeur? Mais en fait, on se place dans le cas d'un échantillon. Pourquoi? Parce que tout simplement, le nombre d'observations que l'on réalise de la grandeur dépend de l'expérimentateur et il n'y a pas un nombre final ou total qui correspondrait à une population finie auquel on pourrait associer euh, une population. Ici, donc, on est dans le cadre d'un échantillon. Donc, ce sont les valeurs en verte qui seront prises pour référence, c'est-à-dire une estimation de la valeur de la grandeur mesurée qui sera donnée au mieux par la valeur moyenne. La variabilité de la mesure qui sera donnée par Sx, qui correspond à l'écart calculé avec ici divisé par n-1. Le fait de diviser par n-1 par rapport au fait de diviser par grand N pour une population, le fait de diviser par n-1 permet d'avoir une marge supplémentaire au niveau de la variabilité qui est mesurée. Si maintenant on s'intéresse à la représentation de cette distribution associée à une mesure unique de la grandeur, x1, on vient de dire que le meilleur estimateur de cette grandeur, c'est la valeur moyenne. Et la variabilité de cette distribution, qui a une forme gaussienne propre aux distributions type normale, qui suivent des lois normales, eh bien, en fait, le meilleur estimateur de la variabilité, c'est l'écart type Sx ou sigma n-1. Alors maintenant, ce qu'on pourrait faire, c'est que ces
cette distribution qui a été obtenue avec grand N observations, on pourrait la refaire petit n fois. Et chaque fois qu'on refait ces grand N observations, on obtiendra une première valeur moyenne, puis une deuxième valeur moyenne, et on voit bien qu'on a une distribution qui commence à se construire des valeurs moyennes pour les n répétitions de grand N observations. Graphiquement, on pourrait donc associer à cette distribution associée à la moyenne de la grandeur x, déduite de n observations, en fait, on obtient là encore une forme gaussienne, qui correspond à une distribution normale, et on a l'écart type de cette distribution associée à la moyenne des grandeurs de x, en fait, correspond pour nous, en tant que physiciens, à l'incertitude type associée à la valeur moyenne de x. Si maintenant on essaye de voir le lien qu'il existe entre l'écart type associé à la distribution liée à la répétition d'une mesure unique de x et l'écart type ou incertitude type associé à la moyenne de x déduite de n observations, en fait, pour passer de l'un à l'autre, on a réalisé une normalisation. Effectivement, vous voyez que ici, u de x, c'est sx divisé par racine de n. Ça veut dire que pour prendre en compte la taille de l'échantillon, pour faire simple, si on prend par exemple une représentation qui aurait été associée à 10 observations et qu'on veut la comparer à une distribution qui aurait été obtenue avec 100 observations, pour qu'on puisse comparer ces deux types de distributions obtenues avec un nombre grand N d'observables différents, en fait, on divise par racine de n pour prendre en compte, dans l'incertitude type associée à la moyenne, en fait, la taille de l'échantillon. Alors, c'est quelque chose d'intéressant, d'autant plus intéressant qu'on aurait pu penser que le nombre petit n de fois qu'on a réitéré les grand N observations aurait une influence sur l'incertitude type, c'est-à-dire l'écart type associé à la moyenne des grandeurs de x, déduite de n observations. En fait, il n'en est rien. Cet écart type des valeurs moyennes de la grandeur observée, en fait, ne dépend que du nombre grand N d'observations que l'on réalise dans une seule et unique répétition. Alors, maintenant, quel sens donner à tout ça? Il arrive régulièrement que les élèves nous posent cette question qui est quel nombre de chiffres significatifs doit-on mettre, que ce soit pour un calcul ou pour le résultat d'une mesure lors d'un travaux pratique. En fait, le plus important, c'est d'arriver à faire comprendre à l'élève que ce nombre de chiffres significatifs, il est directement lié à l'incertitude type associée à la mesure de la grandeur qui nous intéresse. Alors, effectivement, on a vu que on a une distribution obtenue associée à la valeur moyenne déduite de n observations et que la variabilité des valeurs moyennes, aussi appelée incertitude type, qui correspond à l'écart type de cette distribution de valeur moyenne de x, en fait, c'est cette variabilité qui va avoir une influence directe sur le nombre de chiffres significatifs que l'élève va devoir écrire sur sa feuille. Alors, si on s'intéresse à une distribution associée à la répétition d'une mesure unique de x, on a vu que la variabilité de la mesure est associée à la valeur de l'écart type Sx ou sigma n-1, aussi appelé. Si on fait des mesures de plus grande qualité, on va avoir une valeur de cet écart type qui va diminuer, et donc ce qu'il faut retenir, c'est que l'écart type diminue pour un écart type associé à une distribution associée à la répétition d'une mesure unique de x. Cet écart type diminue lorsque la qualité de la mesure augmente. On a vu précédemment que si on divise une distribution associée à la
répétition d'une mesure unique de x par racine de n, on la normalise, on prend en compte la taille de l'échantillon et on obtient l'incertitude type associée. Donc effectivement, si je divise cette distribution, ou du moins si je divise son écart type par racine de n, j'obtiens l'écart type de la distribution des valeurs moyennes de x pour n grand N observations, qui n'est autre que l'incertitude type. Cette valeur de l'écart type associée à la moyenne de x, ou incertitude type associée à x, diminue lorsque la qualité de la mesure augmente. Donc ça vraiment c'est ce qu'il faut arriver à faire comprendre aux élèves, c'est que l'écart type pour une distribution associée à la répétition d'une mesure unique de x, mais aussi l'incertitude type associée à la moyenne de x déduite de n observations diminue lorsque la qualité de la mesure augmente, et réciproquement. Bon, quel lien maintenant avec l'écriture de la valeur mesurée? Ben, en fait, si on a une distribution, on a dit que la valeur moyenne correspondait à la valeur qui est le meilleur estimateur de la mesure. On va peut-être obtenir, à partir d'un ensemble de grand N observations, un nombre avec un certain nombre de chiffres après la virgule. Par normalisation, on va obtenir en fait non plus l'écart type, mais l'écart type associé à la valeur des moyennes des grand N observations, qui correspond à l'écart type de la distribution associée aux grandeurs moyennes de x, ou aussi appelée incertitude type, et qui rend compte, lui, de la qualité de la mesure. Donc si là, par exemple, on disait qu'on trouvait une incertitude type associée à la valeur moyenne de x qui est de 0,02. Alors, vous voyez que ici, j'ai noté avec un seul chiffre significatif pour la valeur de l'incertitude type. Si je me réfère au document qui est le document de référence que l'on doit utiliser lorsqu'on a des questions sur les incertitudes type et sur les mesures, c'est le document de l'IREM. Il est préconisé d'utiliser un chiffre significatif pour l'incertitude de type, voire deux chiffres significatifs. Maintenant qu'on a dit ça, l'impact qu'on va avoir sur l'écriture de la mesure, c'est que le dernier chiffre significatif, c'est deux chiffres après la virgule. Donc lorsque je vais écrire ma valeur de x, qui est la valeur mesurée, je vais garder deux chiffres après la virgule pour être avec une cohérence entre le nombre de chiffres significatifs écrits pour ma grandeur mesurée et le chiffre qui est significatif puisqu'il est lié à l'incertitude de type associée. Donc l'incertitude de type associée me permet de connaître le dernier chiffre qui présentera une signification physique. Au final, l'écriture de la valeur mesurée doit rendre compte de la qualité de la mesure, donc le dernier chiffre significatif devra être du même ordre de grandeur que celui de l'incertitude type associée à la mesure. Alors maintenant, comment peut-on mettre ça en œuvre pour que l'élève le comprenne facilement? Alors, pour revenir à la situation qui va nous servir de support, on peut prendre le cas des volumes de verreries pour des verreries différentes en secondes, avec une répétition manuelle des observations. L'idée, ça sera donc de comparer la qualité de mesure du volume de différents types de verreries. Alors pour ça, le plus important, c'est pas du tout de faire des maths, c'est d'insister sur la physique. Et afin de réaliser une approche statistique la plus simplifiée possible, je vous conseille ou on vous préconise d'utiliser GeoGebra. Alors je vais vous montrer un petit peu la puissance de GeoGebra pour traiter simplement les statistiques.
Alors, si on utilise GeoGebra et que l'on utilise le tableur de GeoGebra, alors là, vous retrouvez dans la première colonne les valeurs de volume que les élèves ont trouvées pour le Bécher. Dans la deuxième colonne, les valeurs de volume trouvées pour les prouvettes graduées. Et enfin, dans la troisième colonne, les valeurs de volume obtenues pour la fiole jaugée. Si on veut réaliser une étude statistique, il suffit de sélectionner la colonne, de prendre statistique à une variable. L'analyse se fait automatiquement et on obtient un histogramme. Alors cet histogramme, on peut varier la constitution des classes, c'est-à-dire les intervalles des classes, et on peut, si on le souhaite, faire apparaître, après une normalisation, on peut faire apparaître une courbe normale ou la courbe de gaussienne associée à la distribution statistique normale. On va aussi obtenir les grandeurs caractéristiques de la statistique associée à cette distribution. On retrouve ici le nombre de mesures que l'élève a réalisées, c'est-à-dire 8 mesures, la valeur moyenne qui est le meilleur estimateur, et ici on retrouve l'écart type de l'échantillon, donc 1,838. Maintenant, on peut très facilement réaliser exactement la même étude statistique sur les volumes obtenus à partir de l'éprouvettes graduées. Il suffit tout simplement de sélectionner la colonne associée aux mesures réalisées sur l'éprouvettes graduées et de réaliser de nouveau, de faire appel à la statistique à une seule variable. Voilà. On relance l'analyse et vous voyez qu'instantanément, on a retrouvé les valeurs associées à la distribution et le graphique associé. On pourrait faire de même pour les volumes associés à la fiole jaugée. Donc je vais faire statistique à une variable. Voilà. Et maintenant, je réalise analyse. Et vous voyez que le programme, automatiquement, recalcule ma distribution et sa représentation, avec toujours possibilité de changer le nombre de classes associées à ma distribution. J'obtiens la courbe normale, le nombre de valeurs que j'ai utilisées, la valeur moyenne et l'écart type moyen, l'écart type de ma distribution. Donc on peut observer que GeoGebra est extrêmement puissant et rapide pour les élèves. Il donne des résultats qui ne posent pas de problèmes mathématiques et qui permettent de se concentrer au contraire sur des considérations physiques. Si on s'intéresse aux résultats que l'on a obtenus, on a donc comparé le Bécher, l'éprouvettes graduées et la fiole jaugée. La valeur que l'on a obtenue pour la valeur moyenne du Bécher est de 48,2875 ml. Pour l'écart type de la distribution, on avait trouvé 1,838, donc j'ai gardé 2 ml. Pour la valeur de l'incertitude type, qui revient à diviser par racine de n, donc ici racine de 8, ben, on trouve 0,6498, ce qui fait que j'ai gardé 0,7 ml. Au final, si j'écris le résultat, je vais donc écrire que le volume du Bécher est de 48,3 ml avec une incertitude type associée de 0,7 ml. On a une cohérence entre l'écriture de l'incertitude type, le dernier chiffre significatif de l'incertitude type et celui de la valeur du volume mesuré par le Bécher. Alors, on pourrait considérer que c'est une incertitude qui est faible, effectivement, au regard du fait qu'on utilise un Bécher. Mais attention, cette incertitude type correspond en fait à une moyenne sur un ensemble de n mesures et on ne peut pas la comparer à la valeur que l'on aurait si on s'intéressait à l'écart type de la distribution pour une répartition correspondant à un tirage unique
où là, la valeur de variabilité est beaucoup plus grande. Maintenant, si on refait le même raisonnement sur l'éprouvettes graduées, on trouve un volume moyen de l'éprouvettes graduée qui est de 49,4375 millilitres. On a une valeur de l'écart type de la distribution qui est de 0,7891, donc j'ai gardé 0,8 millilitres. Et on a une incertitude type associée en divisant par racine de 8 qui est de 0,3 millilitres, sachant que la vraie valeur était de 0,2789, mais je n'ai gardé qu'un seul chiffre significatif pour l'incertitude type associée. On peut donc écrire que le résultat obtenu pour le volume pour l'éprouvettes graduées est de 49,4 millilitres avec une incertitude type associée de 0,3 millilitres. Enfin, pour la fiole jaugée, on obtient 49,6625 millilitres. On a une incertitude type, on a un écart type qui est de 0,0. Merde. Si on revient sur le résultat que l'on a obtenu, pour le bécher, on trouve un volume de 48,2875 millilitres avec un écart type qui est de 1,838. Donc j'ai gardé 2 millilitres en prenant un chiffre significatif. Et une incertitude type associée obtenue en divisant par racine de 8 qui est de 0,6498 et j'ai gardé 0,7 millilitres en ayant un chiffre significatif pour l'incertitude type associée au volume du bécher. On peut donc écrire que le volume des béchers est de 48,3 millilitres avec une incertitude type associée de 0,7 millilitres. Le dernier chiffre significatif, donc qui a du sens physique pour le volume du bécher, est bien en cohérence avec le nombre de chiffres significatifs considérés pour l'incertitude type associée. Petite remarque pour le volume du bécher, on pourrait considérer que pour un bécher, une incertitude type associée de 0,7 millilitres, c'est extrêmement faible. Il faut se souvenir d'une chose importante, c'est que cette incertitude type associée n'est pas associée à la répartition pour un tirage unique d'une mesure, pour la réalisation d'une mesure unique, mais pour l'ensemble des valeurs moyennes obtenues par rapport au bécher. Voilà ce qui explique pourquoi on a cette impression que la valeur est beaucoup plus précise parce qu'elle correspond bien à une étude statistique et pas à un tirage unique. Si maintenant on s'intéresse à l'éprouvette graduée, on trouve comme volume pour l'éprouvette graduée, comme volume moyen, 49,4375 millilitres. Pour l'écart type associé à la distribution, on a 0,7891. J'ai donc gardé 0,8 millilitres avec un chiffre significatif. Et si je m'intéresse maintenant à l'incertitude type associée, obtenue en divisant par racine de 8, eh bien, je trouve 0,2789 et j'ai gardé 0,3 millilitres. On peut donc écrire que le volume obtenu avec l'éprouvette est de 49,4 millilitres avec une incertitude type associée de 0,3 millilitres. Alors maintenant, pour le volume de la fiole jaugée, on a déterminé expérimentalement un volume moyen mesuré par la fiole jaugée de 49,6625 millilitres. La variabilité de la distribution est associée à un écart type de 0,1847. J'ai retenu 0,2 millilitres avec un seul chiffre significatif pour l'écart type. Et maintenant, si on calcule l'incertitude type associée, on trouve 0,06530 millilitres et j'ai retenu 0,07 millilitres avec un seul chiffre significatif. On peut donc écrire que la fiole jaugée mesure un volume de 49,66 millilitres avec une incertitude type associée de 0,7 millilitres. Si maintenant on essaye de faire un bilan par rapport à ce que doit comprendre l'élève.
l'élève doit voir que la diminution de la variabilité, lorsqu'on prend un instrument de plus en plus qualitatif, se traduit par une diminution de l'incertitude type associée. Et cette diminution de l'incertitude type associée a pour effet que le résultat s'écrit avec un nombre de chiffres significatifs. Là, par exemple, on a un chiffre significatif après la virgule. Là encore, mais à la fin, on arrive avec deux chiffres significatifs après la virgule. Donc, le nombre de chiffres significatifs augmente. On va maintenant voir comment on peut mettre en œuvre une étude qui permet de calculer une incertitude type par une évaluation de type A en ayant une répétition automatisée des observations. Alors pour ça, j'ai utilisé une activité qui est disponible sur le site, qui est la mesure de la distance parcourue par une onde en utilisant en fait un capteur émetteur ultrasonore. Ça fait référence en fait à la compétence dans le bulletin officiel qui est déterminée par exemple à l'aide d'un microcontrôleur ou d'un smartphone, une distance ou la célérité d'une onde. Ceci permet de quantifier la qualité de mesure qui va être réalisée par le capteur de distance. Et pour ceci, on va là encore faire une approche mathématique statistique la plus simple possible en utilisant GeoGebra. Pour réaliser l'étude statistique avec une répétition des mesures, on va utiliser un montage qui fait intervenir un capteur émetteur d'ondes ultrasonores et associé à un Arduino. Je vous montre le programme maintenant. Alors, un programme comme celui-ci, que l'on retrouve sur le site de l'Académie, permet d'automatiser les observations. Alors, ici, c'est un script qui permet, à partir d'un Arduino et d'un capteur émetteur-récepteur ultrasonore, de déterminer, par exemple, la distance d'un objet par rapport au capteur. Alors, si on regarde rapidement ce programme, vous avez en fait une mesure du retard entre l'émission et la réception qui est réalisée par le capteur. Et on utilise cette durée de retard pour calculer la distance. Par exemple, dans l'activité expérimentale, c'est ce que doivent compléter les élèves. Ils doivent rentrer la formule qui permet de trouver la distance. On voit ensuite que l'Arduino va réaliser la même mesure, la même observation pendant 100 fois d'affilée. Et si maintenant on téléverse le script, voilà, et qu'on observe le moniteur série, on voit bien qu'on observe un ensemble d'observations de la distance entre le capteur et le récepteur, avec réflexion sur une paroi métallique. Une fois qu'on a obtenu ces informations, il nous suffira tout simplement de copier les valeurs qui sont dans le moniteur série, voilà, et d'aller les coller dans GeoGebra. Alors, lorsqu'on ouvre GeoGebra, on a la possibilité de choisir comment on veut l'utiliser. Et par exemple, il propose un tableur. Mais là, par exemple, j'ai pas eu l'occasion de le sélectionner. Donc là, je suis sur GeoGebra 5, que je vous recommande, même si c'est le 6 qui est sur la suite MCNL. Donc sur GeoGebra, le plus compliqué, c'est d'accéder au tableur. Parce que ce n'est pas très intuitif. En fait, il faut aller sur Affichage. Et dans Affichage, je peux sélectionner, vous voyez, Tableur. Et là, j'ai l'apparition d'un tableur. Je peux, dans Affichage, enlever Algèbre, mais aussi graphiques qui ne me sont pas utiles. À partir de là, il me suffit de choisir une colonne et de coller les valeurs que j'ai obtenues. Alors vous voyez que j'ai des valeurs qui sont avec deux chiffres après la virgule. Pour changer ça, il suffit d'aller dans les options, arrondi, et on va choisir un arrondi à 5 chiffres après la virgule, à 5 décimales. Alors tout ceci est dans un guide qui est disponible et qui sera aussi disponible, qui est disponible sur le site, qui est en version GeoGebra 5 et GeoGebra 6. Maintenant qu'on a transféré nos observations depuis Arduino sur GeoGebra, il suffit maintenant de sélectionner la colonne sur laquelle on veut réaliser une étude statistique, de demander à GeoGebra de faire l'étude statistique. On voit que GeoGebra en fait détermine des classes
on réalise l'analyse, et là, on obtient un graphique qui nous donne, sous forme d'histogramme, la répartition en fonction des classes qu'a calculé automatiquement GeoGebra de nos observations. On peut modifier la taille des classes, et donc de manière très facile et très intuitive. Maintenant qu'on a observé cette distribution, on peut essayer de la modéliser. Pour ça, on va la normaliser et on va ajouter une courbe normale. Donc là, on voit bien qu'on a une courbe qui est une courbe avec une forme de gaussienne caractéristique d'une distribution normale. On obtient aussi très simplement les caractéristiques de cette distribution. Donc là, vous voyez, j'ai réalisé 100 mesures. J'ai la valeur moyenne, j'ai l'écart type, j'ai donc les grandeurs essentielles qui sont en fait directement accessibles par les élèves. Alors, juste une petite remarque, GeoGebra, je vous conseille de faire 100 mesures d'importer 100 mesures. Il peut accepter jusqu'à 350 lignes d'importation. On peut même le forcer à aller un peu plus, mais sans mesure, c'est quelque chose qui vous permet d'être sûr que cela fonctionne parfaitement. Nous venons de voir que si l'on utilise un capteur émetteur-récepteur ultrasonore couplé à un Arduino, avec un programme qui demande de réaliser un certain nombre de fois les observations de retard qui seront transformées par le programme en mesures de distance, il suffit de copier dans le moniteur série les valeurs obtenues et de les coller dans GeoGebra pour obtenir une étude statistique extrêmement simplifiée et qui nous permet d'obtenir les valeurs essentielles et une représentation simple de la distribution. Maintenant, que peut-on dire de l'incertitude type et de l'écart type entre la mesure et la valeur de référence que l'on avait pris pour faire l'expérience? En fait, on a trouvé ici que la valeur moyenne, on a trouvé une certaine valeur moyenne pour la distance grâce à la répétition des mesures par le capteur émetteur ultrasonore, ainsi qu'un écart type, qui est de 8 10 puissance moins 4 mètres. L'incertitude type associée, qui est obtenue par normalisation, donc divisé par racine de 100, donc par 10, on trouve 8 10 puissance moins 5 mètres. On voit que cette valeur d'incertitude type est très faible, ce qui rend compte du fait que notre capteur est de très bonne qualité en termes de répétabilité de mesure. C'est donc un capteur qui est fidèle. Maintenant, si on regarde la valeur que l'on a obtenue par rapport à la valeur qui est notre valeur de référence, qui est de 0,5 mètres, on voit qu'il y a un écart quand même qui est relativement important. C'est ce qu'on appelle le biais. Alors ça doit nous permettre de faire prendre conscience aux élèves que même si un capteur est de grande qualité au sens où il est capable de répéter de manière importante des mesures avec une bonne fiabilité, on peut avoir un écart par rapport à la référence, et cet écart est lié à ce qu'on appelle la justesse. Ça veut dire que notre capteur répète correctement les mesures, mais qu'il a un décalage par rapport à la valeur qu'il aurait dû trouver. Donc un problème de justesse. Et ça doit faire émerger la nécessité d'étalonnage du capteur et pour avoir à la fois un capteur qui est fidèle en termes de répétabilité, mais qui est aussi juste, puisque bien calibré par rapport à une valeur de référence. Maintenant, si on devait faire un bilan de l'ensemble de ce que l'on vient de voir dans cette vidéo, on a vu que lorsqu'on fait une étude statistique, on a une valeur moyenne qui est le meilleur estimateur de la valeur mesurée. On a un écart type qui rend compte de la variabilité des mesures. On normalise, c'est-à-dire qu'on prend en compte la taille de l'échantillon en divisant par racine du nombre d'observations que l'on a effectuées, et on obtient l'incertitude type qui correspond en fait à l'écart type de la valeur moyenne, de la distribution de la valeur moyenne. Cette incertitude type est directement liée à la qualité de la mesure que réalise l'instrument de mesure,
Et maintenant, l'écriture de cette incertitude type va avoir une influence majeure sur l'écriture de la mesure proprement dite. Ici, on voit qu'on a 8 10 puissance moins 5 mètres. Et donc, si je dois écrire la distance, je vais écrire une distance en cohérence avec l'incertitude type qui lui est associée, c'est-à-dire avec comme dernier chiffre significatif le 5e chiffre après la virgule. On a ici une incertitude de type qui est associée à la fidélité, à la répétabilité des mesures et qui nous permet de trouver là le dernier chiffre significatif, attention, en ne considérant que ce critère de répétabilité et de fidélité. Et par contre, ce qu'on a vu, c'est qu'il peut y avoir un écart par rapport à la mesure d'une valeur de référence. Et cet écart, en fait, c'est un écart qu'on associe à ce qu'on appelle une incertitude de justesse, c'est-à-dire que l'appareil n'est pas bien calibré. Et donc, qu'il va falloir avoir recours à un étalonnage pour recalibrer et obtenir cette justesse et n'avoir une incertitude qui ne dépend plus que de la répétabilité du capteur. Voilà, j'espère que cette vidéo a été assez claire et je vous remercie de l'avoir suivi.